Les gens continuent à arriver. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Rodrigo, Comment ça va? ça Content va, de te ça va. voir. Ben, moi, je suis contente d'être là. Ah, Je suis en voiture, mais je vais suivre avec sérieux cette réunion. Parfait, merci beaucoup. On attend toujours un petit peu. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Salut Chica, Comment il va? merci d'être là. Normal. Salut Jean-Guy. Comment ils vont tout le monde? Comment tout le monde va? Bah, nickel, là. Ah, super, super. Je suis content de vous voir tous. Il y a Daniel qui dit qu'il n'arrive pas à rentrer, Rodrigo, donc peut-être regarder en salle d'attente. Ouais, c'est pas grave si c'est que Daniel. Je le vois trop. Est-ce que tu Regarde, tout le monde rentre. Hein? Regarde. Bonjour Adèle, comment tu vas? Bonjour Rodrigo, bien et toi? Merci d'être là. Alors, n'arrive pas? eh ben, il continue à arriver tout le monde. Alors, Jean-Kevin, si tu peux leur renvoyer le lien, parce que tout le monde rentre bien là. Hein? Mais j'ai renvoyé la fiche parce que moi, il s'agace. Je crois que c'est lui qui met, il croit qu'il renseigne mal soit le numéro de réunion, soit le code. Donc, Ah oui, c'est les P majuscules et les T majuscules. Alors, Vodrik Vilendo, comment ça va? Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te renommer sur les clubs? Est-ce que tu peux mettre le nom de ton club aussi? Ah, le nom de mon club. Ah, attendez. Attendez, je me... Ok, pas tout. Tac, Voilà, tac. merci. Je vais mettre ça tout de suite. Ah, Daniel, il doit être en train de pester là. Ah, je vais l'appeler. Attends un petit peu. Ça fait... Comment ça marche?
Sujet. Afficher la vidéo. Participants. Je pense que c'est en haut à droite, hein, En haut de à te droite. renommer, D'accord. de, En haut de à ton droite. écran. Alors, de mon écran, d'accord. Bref, je vais trouver, je vais faire ça là. Je vais faire ça après. Rodrigo, est-ce que tu peux Oui. éventuellement envoyer un lien direct à Daniel? Parce qu'apparemment, il n'arrive pas à se connecter, même avec l'identifiant et le code de la réunion. Oui. Je crois que ça vient Bon, de. après, c'est Daniel, il ne faut pas lui en vouloir, il est limité. Ça, c'est pas bien, ça. Mais écoute, pour une fois que je peux, Oui, profites-en. Je viens de l'envoyer. il vient de se l'envoyer. En plus, il écoute, hein. Ok, ça marche. Et en plus, j'ai parlé de toi ce matin. Donc, Et Céline, moi, je viens encore de recommencer, ça marche. Hein. Je ne sais pas ce qui va pas. Hein. ben oui, mais Daniel est limité, donc. Il est là. Pas de souci. On va pouvoir commencer. Ah ben ça y est, il arrive. Voilà. Comment ça va, Daniel Formici? Ça va bien, merci pour le lien parce que ça m'a refusé. Il m'aime pas ton ordi. T'en connais beaucoup qui t'aiment? J'ai Céline, suffisamment de vrais amis pour pas chercher des gens comme toi, Céline. De rien. Avec plaisir. Bon, bah, écoutez, on va commencer. Je vais tâcher d'accepter les gens qui ils rentrent progressivement et surtout pas à l'heure. Voilà, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour un temps d'échange et de dialogue sur les para-taekwondo, taekwondo pour les sourds, les enfants, les jeunes et les adultes avec un handicap. Il s'agit d'une pratique en relation avec le corps, les émotions, la psychomotricité, qui implique un engagement de chacun. Il n'existe pas une méthode unique d'enseignement, mais un chemin qui s'appelle DO, pour guider nos élèves à le découvrir et se découvrir eux-mêmes. Comprendre que le para-taekwondo émerge naturellement dans l'objectif d'inclusion d'une société plus juste et pacifique implique un vrai acte d'humilité et d'empathie. Les bénéfices du para-taekwondo et d'une pratique organisée dans des milieux de difficultés adaptées à chacun nécessitent l'apprentissage et l'assimilation des enseignements, la persévérance et les combats permanents pour le dépassement de soi. Le chemin de l'apprentissage, celui de l'élève, celui du maître, se fait d'une façon constante et est déterminé par les 5 principes du taekwondo. N'importe quelle personne, enfant ou adulte handicapé ou valide, découvre son corps émotionnel, ses limites et ses vertus. L'inclusion del para-taekwondo implique de respecter qu'il y a des apprentissages plus longs, des capacités plus limitées et des temps de compréhension plus longs. Ces simples actions de respect, d'empathie se construisent auprès de chaque personne dans un climat de confiance permanente, en permanente croissance. En tenant compte de ces critères, les progrès seront flagrants. Tout pratiquant de para-taekwondo comprend que le défi principal, c'est le dépassement de soi. L'inclusion, c'est comprendre que les barrières des préjugés sociaux doivent tomber, aussi que toute forme de discrimination. Je vous souhaite la bienvenue pour profiter de cette belle rencontre de ce soir
qui démontre encore une fois que le taekwondo est pour tous. Bienvenue. Merci. Alors, voilà, la première partie que c'était lire, c'est passé. J'ai des interruptions. Jean-Kevin et Maître Samuel Dadi. Apparemment, il veut rentrer. Ah, ça y est, voilà, c'est parfait. Voilà, merci à tous. Aujourd'hui, nous sommes pour le moment 18 au programme para taekwondo. Catégorie Bonjour Rodrigo. Je t'entends plus, Rodrigo, là. Il a coupé son son, Coupé son ton micro. micro. Ah, là, c'est mieux, là. Samuel, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Pardon. Je parlais du programme d'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, il y a Angèle Aguoton qui va nous parler des règles d'arbitrage para taekwondo. D'accord. Aujourd'hui aussi, on va parler des catégories inclusives dans le taekwondo. Aussi, on parlera de la ceinture noire. Voilà, attends, je vais me mettre en face. Voilà, comme ça, au moins, on me voit. Parce que quand je suis contre le jour, là, voilà, c'est bon comme ça. Là, je te vois bien. Voilà, tu me vois bien, oui. On va parler de la ceinture noire. Oui. Et des maladies dégénératives. Pour finir, on va parler des projets de formation et la formalisation d'un certificat officiel avec les groupes de para-taekwondo des clubs. OK. Je vais faire rapidement une présentation. OK. Nous sommes aujourd'hui avec nous. Jean-Kevin. Oui. Bonjour. Ouais, je disais bonjour à Jean-Kevin. Ah. Aujourd'hui, nous avons la présence d'Adel Burukao, pardon. C'est bien comme ça? C'était bien au départ, Buruko, hein? Ah, Burukao, président du comité handisport de la Vienne. Et Pierre Valençon, du comité sport adapté aussi de la Vienne. Merci d'être là. Maître Samuel Dadi aussi, merci d'être là aussi. Et merci de votre présence à tous les participants. Voilà, je vais passer, on va commencer par l'arbitrage. Angèle, tu veux bien prendre la main? Oui, bonjour, vous m'entendez? OK, oui. Angèle, bonjour au passage. Bonjour. Oui, donc je me présente, hein, Angèle Aguoton, je suis arbitre international Kyorigi. Donc, je suis également arbitre international au niveau du para-taekwondo. Donc, comme il a dit, Rodrigo, donc, je le remercie de m'avoir invité à ce mini-séminaire pour parler du para-taekwondo. Je crois que le para-taekwondo est en train de prendre de l'ampleur dans tous les pays, dans toutes les fédérations aussi. S'attelle à mettre en place une structure pour pouvoir évoluer dans cette discipline qui est le para-taekwondo. Donc aujourd'hui, je vais pas vous faire un stage d'arbitrage, mais bon, je vais vous parler quand même des catégories. Il y a plusieurs catégories. Je crois que ça va évoluer, hein. Aujourd'hui, il y a que 4 classes sportives
Moi, je m'occupe que de la partie Kyorygi. Et donc, si vous remarquez bien, il y a la lettre K qui indique le Kyorygi. Et après, en fonction, il y a des numéros qui déterminent le degré, le degré d'handicap. Donc, en ce qui concerne le taekwondo, il y a 4 classes sportives. Il y a le K, on appelle ça le K40, K41, K42, K43 et K44. Donc, K42 est, quand je parle des numéros, les numéros, plus le numéro est faible, plus l'handicap est grand. D'accord. Voilà, donc, il faut bien comprendre ça. Donc, pour les JO, par exemple, il n'y a que 2 catégories qui vont évoluer au niveau des JO. C'est le K43 et K44, et 43 et 44. 43, c'est comment dirais-je, c'est des amputés bilatéraux, et K44, c'est unilatéral. Donc, tout ça, voilà, on aura une structure. Dès que la structure sera en place, il y aura une formation que tous les entraîneurs, puisque si vous voulez former des combattants dans ce domaine Kyorygi, il faut connaître tout ça. Et dans chaque classe sportive, il n'y a que 3 catégories de poids. Et ça va évoluer apparemment. Donc, après les JO de Tokyo, ça va évoluer. Mais pour l'instant, il n'y a que 3 catégories chez les hommes et chez les femmes. Donc, il y aura un temps, dès que tout sera en place, il y aura des formations qui vont être mises en place. Moi, aujourd'hui, j'ai une formation complète au niveau du para-taekwondo, hein, puisque aujourd'hui, dans une semaine, je serai en Jordanie pour le tournoi, le dernier tournoi de qualification olympique zone Asie, puisque je fais partie des 50 en route, des 50 arbitres internationaux en route pour arbitrer les JO, la première édition des JO paralympiques. Donc, ce n'est qu'après ce week-end-là, dans une semaine, que je saurai si je serai parmi les 30 finalement qui vont partir pour les JO. Donc, pour l'instant, je me prépare comme un athlète, hein, puisque voilà, donc c'est la dernière ligne. C'est la dernière sélection pour moi, puisque j'ai franchi toutes les étapes de sélection. Actuellement, on est 50 au niveau mondial et il en restera que 30. 15 hommes et 15 femmes. Donc, on espère qu'un arbitre… Voilà. On espère qu'un arbitre français sera dans les 30. Voilà, donc à mon niveau, moi, je me prépare déjà pour mettre en place une formation dès que tout sera mis en place par la fédération, par les clubs. Et quand on dit compétition, il faut des athlètes. C'est les clubs, les athlètes viennent des clubs. Comme Rodrigo l'a dit, on va parler de ça, comment trouver les athlètes, comment les former pour que, voilà, que moi, au niveau de la formation des arbitres, au niveau de l'arbitrage, que tout soit mis en place. Donc, quand on parle d'arbitrage, il faut des compétiteurs, il faut des combattants. Mais bon, pour l'instant, on n'en a pas assez. Dans d'autres pays, il y en a assez, il y en a beaucoup. Mais bon, la France est en train de, grâce à l'action de Rodrigo, à l'action de Jean-Kévin, tout ça. Donc, moi, je découvre aussi, hein, parce que c'est un public que je ne connais pas très bien. Mais bon, voilà. Donc, et tout ça, je crois que toutes ces réunions vont permettre aux responsables de club de travailler là-dessus. Voilà, donc je ne vais pas trop, je vous laisse la parole. Et puis, si vous avez d'autres questions, je suis disponible à vous répondre. Merci. J'ai une petite question. Moi. Les classements, c'est qu'en handisport, il n'y a pas de sport adapté apparemment. Non, en fait, c'est des classifications en fonction des handicaps. Hein. Nous, il y a le Kyorygi, il y a aussi le P, les Pumse, mais sport adapté, je ne sais pas comment se fait la classification. On revient, Adèle. Voilà.
Si Allez-y. je peux apporter une petite précision, pour les Poumsé, il y a effectivement du sport adapté parce que les personnes trisomiques peuvent participer aux championnats du monde et championnats continentaux pour cette discipline, le Poumsé, mais qui ne sera pas présent au programme des Jeux. Voilà, exactement. La précision, merci. Alors, ça fonctionne à tous les niveaux au monde. En Europe, on rentre dans la découverte. Et voici le cadre du para-taekwondo. Vous arrivez à le voir bien comme ça? Oh, je tourne. Là. L'autre. Mais plutôt l'autre. L'autre. Voilà, c'est bien. Voilà, vous savez, dans ce cadre, vous avez toutes les catégories inclusives, comme je parle. Regardez bien, c'est P10, handicap visual, une altération de la vision ou de la structure de l'œil, des nerfs optiques ou des voies optiques ou du cortex visuel du cerveau central qui affecte négativement la vision de l'athlète. P20, déficience intellectuelle. P30, déficience neurologique. P40, handicap physique. P50, personne en fauteuil roulant. P60 et K60, sourd. P70, personne de petite taille. Voici tous les cas des catégories inclusives. P, ça veut dire Poumsé. K, ça veut dire Kyoryugi. Combat. Comme on disait, voilà, combat. Vous voyez, dans chaque catégorie, vous savez dans quel domaine vous pouvez travailler avec vos athlètes. Et c'est à nous, les clubs, de découvrir et d'arriver à avoir un challenge pour qu'ils puissent entrer dans une compétition de dépassement de soi. Voilà, ça c'est pour les catégories inclusives à niveau de la WT en para-taekwondo. Après, si quelqu'un veut participer ou dire quelque chose sur ces sujets, profitez maintenant pour faire des questions. Allez-y. Oui, moi j'ai levé la main en fait, mais Oui. je ne sais pas si ça s'est vu. Juste, je voulais dire un petit mot sur une expérience que j'ai eue en technique il y a quelques années. J'espère que ça changera depuis. Mais aux avant-derniers championnats d'Europe, dans la catégorie plus de 65 ans, il n'y avait que 2 candidates, dont une dame, une Espagnole qui avait Alzheimer et qui a essayé de faire un Poumsé entier. Et donc les juges lui ont mis une note correcte. De toute façon, elle allait être deuxième de la catégorie, c'était sûr. Hein. Donc je ne sais pas, ils lui ont mis 6,60 et la première avait un peu plus. Et le directeur des juges, il est intervenu pour lui faire mettre 0. Et enfin, voilà, en tout cas, c'est pour dire qu'il y a du travail parce que moi j'ai trouvé ça nul. Parce que bien sûr, elle s'est trompée dans son Poumsé, elle l'a oublié, il y a eu plein d'erreurs. Mais lui mettre 0, c'était vraiment très humiliant. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire parce qu'à un moment, voilà, elles sont 2, elles ont plus de 65 ans, c'est pas dramatique, elle est 6 ou qu'elle est 0. Ça ne changeait rien au classement. Mais le responsable européen des juges, il a estimé que, étant donné qu'elle s'était arrêtée au milieu du Poumsé, qu'elle n'avait pas fini, elle méritait 0. Et donc, elle a eu beaucoup d'applaudissements du public, énormément, avec un 0 comme note. Et donc, je pense que, tout à l'heure, tu en as parlé un peu, mais il y a un gros travail à faire sur l'ouverture d'esprit, y compris pour les juges, y compris pour les directeurs,
de comprendre à un moment quels sont les enjeux d'être là, et que l'enjeu, c'est peut-être pas la performance. Voilà, donc j'espère que depuis, ça a changé, mais j'en suis pas sûr. Je suis pas très certain, mais il faut que ça change. Justement, c'est pour ça, la WT, je pense qu'il se dépêche à faire des catégories inclusives. Je pense que après, on va parler avec les personnes de handisport ou des sports adaptés. Je pense que c'est déjà un bon début. Je pense qu'on peut, entre nous, les clubs, commencer à générer des challenges ou des défis qu'on puisse intégrer, inclure notre public en situation de handicap dans les événementiels des personnes validées. Voilà, sur le sujet, quelques questions d'autres. Vous savez les KT, vous savez la possibilité de les identifier à chacun par rapport à sa pathologie. Voilà, on va passer à un autre sujet que je voulais toucher avec les clubs. Je vais vous montrer une vidéo. Attendez. Hop, hop. Comment ça va tout le monde? Nous sommes au CHU de Poitiers avec Vincent. Ah, vous entendez bien là? Petit à petit, très bien. Et ben aujourd'hui, je suis venu aller faire cette remise des ceintures noires. Vincent, dis-moi, montre-moi le diplôme. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, les ceintures. J'ai eu mon diplôme. Voilà. Voilà. Les diplômes. Les diplômes, la ceinture. Le diplôme et la ceinture. Et la ceinture, vous voyez? Voilà. Voilà, il a eu son diplôme. Hein? Vincent, dis-moi, qu'est-ce que tu es content? Oui, je suis content. Tu veux pas faire un petit coucou aux taekwondoïstes qui nous regardent? Bah si. Hein? Si. Hein? Tu fais un petit coucou? Coucou, bonjour. Bonjour. Hein? On se voit très bientôt. On fait un petit coucou. Et on reprend. Et on reprend. Hein? Voilà. Et Hein? on reprend les traitements. On reprend à tout. Les venger. Voilà. Et là, les gens, c'est reparti. Avec les souris, comme Les toujours. gros sourires. Et aussi plein beaucoup. Bisous. Bisous. Voilà. Je voulais juste montrer ces parties. C'est la dernière vidéo que j'ai eue avec un de mes élèves. C'est une histoire de club. C'est une histoire d'un groupe. Ce garçon, c'est un exemple de dépassement de soi. Il était victime d'un cancer au bras. Il était amputé d'un bras quand il était ceinture jaune. Il a évolué pendant beaucoup d'années avec nous. Il nous accompagnait pendant des années. Il nous a donné la force. Il a travaillé beaucoup. Il a participé à des démonstrations. Il est arrivé à la ceinture rouge comme club. On n'a pas pu aller à chercher la ceinture noire parce qu'il n'y a pas un programme adapté pour personnes en situation de handicap. Et évidemment, quand je suis qu'il était à l'hôpital avec un tumeur et qu'il est resté pas beaucoup de jours pour vivre, on a activé tout le système avec les clubs pour aller faire sa remise de ceinture noire qu'il a mérité amplement. C'est la troisième fois qu'il m'arrive cette histoire. Tout d'abord avec Thomas.
je vais vous passer, je vais vous montrer qu'on essaye qu'il ne nous arrive plus les choses, la même chose. Je vais sur mes photos. Voilà Thomas, quelques mois avant de sa partie, avec une maladie dégénérative. Il connaissait tous les pouncés et il travaillait beaucoup avec ses fauteuils roulants. Il participait à toutes les choses qu'on faisait avec les clubs. Et bien le club, il a fait la remise de sa ceinture noire d'honneur. C'est pour ça que je tiens à cœur dans ce projet que toutes les personnes en situation de handicap puissent commencer le taekwondo. Le taekwondo, on le commence quand on arrive à ceinture noire. Et ça, nous les profs, on les apprend à nos enfants, à nos élèves. Tous les ceintures de couleur, on est des pratiquants, on est des débutants, mais on commence vraiment le taekwondo quand on arrive à la ceinture noire. C'est pour ça que je tiens à cœur d'élever un projet à la fédération pour les passages des dan adaptés pour les P10, P20, P30, 440, P40, P50, P60 et P70. Il y a beaucoup de travail, mais j'ai beaucoup confiance aux gens. Et les gens qui ont envie de faire évoluer les choses. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, allez-y, Jacqueline. Je voudrais rebondir sur ce que tu as présenté, Rodrigo. D'abord, merci de soulever la question. Je veux juste apporter une petite précision pour ceux, parce que je reçois des messages aussi en off de personnes qui réagissent, qui trouvent ça émouvant. Mais en fait, il faut savoir que c'est une réalité que beaucoup de clubs vivent. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui reçoivent des personnes en situation de handicap et qui sont confrontés à ce plafond de verre, qui est la transformation de la ceinture rouge à la ceinture noire, sachant qu'en France, la ceinture noire est beaucoup considérée comme un aboutissement d'une pratique. Donc, c'est vrai qu'il y a, je crois, il y a plus d'un an, Rodrigo et moi, nous avons porté ce message au niveau de quelques responsables de la fédération d'antan, qui s'occupaient justement de la commission des grades. Et c'est vrai qu'on a été perturbé par la qualité de la réponse et finalement, la possibilité pour les personnes en situation de handicap de passer leur ceinture noire, elle était soumise à la commission médicale. C'est-à-dire que la commission médicale était seule habilitée avant à pouvoir étudier au cas par cas les possibilités de chaque pratiquant de pouvoir soit prétendre à une ceinture noire ou soit passer un examen. Donc, c'est vrai qu'on a l'objet d'aujourd'hui, enfin, d'abord, on leur a fait comprendre que tout handicap est singulier, particulier. Donc, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir évaluer comme ça un programme complet d'un passage de grade de ceinture noire. Donc, tout l'objet finalement de la démarche de Rodrigo, c'est de façon que nous allons appuyer, hein, c'est de justement proposer un projet qui prenne en compte justement l'adaptabilité de la pratique, qui prenne en compte l'handicap de chacun, et qui puisse justement permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir prétendre à un passage de grade dit entre griffes normal. Donc, c'est un chantier où on aura besoin effectivement de chaque personne, de chaque bonne volonté. Et je pense que si sur cette Olympiade, on arrive à faire bouger les lignes dans ce sens, déjà, c'est un combat qu'on aura tous le mérite d'avoir mené, d'avoir gagné, de pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap
de passer leur ceinture noire. Voilà, donc c'était un petit apport comme ça et je te laisse la parole. Je vais un peu rejoindre un peu Jean-Kévin, mais en même temps, c'est une question délicate. Si tu veux, on ne peut pas, si tu veux, apporter comme ça, juger. C'est-à-dire, même si tout au niveau, ça c'est un travail à faire au niveau de nos techniciens, c'est-à-dire les directeurs techniques fédéraux qui doivent se pencher sur la question. Parce que, et il faut aussi regarder, ça peut pas être le même traitement avec les autres handicaps, puisque tout ce qui est handicap, il y a une diversité. Et donc, par rapport à ça, la question doit évoluer. Par exemple, pour ceux qui sont en fauteuil roulant, qu'est-ce qu'on pourrait leur demander pour qu'ils puissent accéder à la ceinture noire? Pour ceux qui sont malvoyants, et pour ceux qui sont malentendants, etc., etc. Mais je pense que surtout, malvoyants et handicap être en fauteuil roulant. Parce que malentendant, il peut, à partir des gestes, c'est-à-dire il peut suivre un programme normal. Le professeur enseigne, il y a des gestes qui sont faits, il les observe, il fait pareil. Donc, il peut travailler normalement son poussé comme les autres. Voilà. Maintenant, au sein des clubs, effectivement, ce que tu as fait, Rodrigo, je dis chapeau. Parce que, si tu veux, tu as accompagné ton élève jusque dans les hôpitaux. C'est-à-dire tu es allé jusque dans les hôpitaux pour valoriser ces personnes qui étaient en fin de vie. Et ça, je dis, il faut avoir beaucoup de courage, il faut avoir beaucoup de cran, il faut avoir beaucoup de respect vis-à-vis de ces personnes-là pour les accompagner, pour décrocher juste un petit sourire, une gaieté dans cette souffrance-là. Donc, moi, je dis chapeau. Et ça doit permettre à la fédération de réfléchir sur la question. Parce que dans nos clubs, nous avons des personnes en situation de handicap. Quand nous travaillons les PUMC, ils ne peuvent pas travailler les PUMC comme les autres. Il faudrait qu'il y ait un PUMC, le PUMC adapté. Il faut adapter les PUMC par rapport aux personnes. Donc, si on sait adapter les PUMC par rapport aux personnes, ça serait déjà une bonne chose. Vous voyez, ça c'est le cas, tout ce qui est handicap, tout ce qui entoure le phénomène handicap. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Ça, c'est aussi une question qu'il faut poser au juge. Parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait que lors d'une compétition, on aurait donné une note à une personne qui était atteinte de l'Alzheimer et la note a été changée. On lui a donné 0. Alors que derrière, le public a ovationné cette personne-là. Donc, il y a une autre dimension qu'il faut regarder. Parce que si on regarde que la dimension technique, proprement dite, il a bien fait, mais il faut regarder aussi l'effort de la personne. Quelle est sa situation? L'effort de se présenter, déjà le fait même de se présenter à cette compétition-là, ça mérite déjà la première note qu'on lui a donnée. Et puis après, il faut rajouter. Il n'y a que 2 personnes. De toutes les façons, il y a une personne qui va être, on va dire, les 2 forcément vont être médaillés. L'autre est championne, l'autre est vice-championne. Tu vois. Donc, là-dessus, il y a un travail aussi à faire par rapport au juge. Moi, je pense qu'il faut poser la question aussi à Angel. Angel est là. Il est juge para-olympique, para-taekwondo. Qu'est-ce que lui-même, il en pense?
Je vais rechuter sur un autre problème qui n'a rien à voir avec ce qu'on a maintenant. On dit par exemple le passage de grade 6e dan. Là, c'est un peu plus haut. Mais vous voyez, il y a eu tellement de changements. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça veut dire, le prochain passage de grade qui va avoir lieu à Lyon, quand vous allez être filmé. Et votre passage de grade va aller jusqu'au QQ1. Et c'est le QQ1 qui va valider pour dire que vous avez droit à un diplôme international, le diplôme QQ1. Vous voyez? Et ensuite, votre mémoire que vous allez écrire, vous devez le traduire en anglais. Donc, il doit être travaillé en anglais. Et tous ces supports-là vont partir jusqu'au QQ1, ce qui ne se faisait pas avant. Mais pourquoi il y a eu ce manque de confiance-là? Ce manque de confiance est venu sur le fait qu'il y a eu un moment en France ici, on avait demandé, on avait dispatché, on avait délégué les ligues à passer les grades, ceinture noire, 3e, 4e dan. Et puis, ensuite, on a supprimé cela parce qu'effectivement, les gens n'ont pas joué le jeu, ils ont fait n'importe quoi. Donc, je pense que pour ce qui est de l'handicap, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Il faut vraiment se pencher sur la question. Il faut trouver des PUMC pour eux. Il faut adapter les PUMC. Il faut donner peut-être plus de possibilités aux enseignants dans les clubs, leur apprendre ces PUMC-là pour que ces PUMC puissent être enseignés. Moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Samuel. Bien sûr, on doit se plancher urgent sur la question à niveau des passages des ceintures noires et de la façon que l'athlète arrive à ce moment-là. Je vais laisser la parole un petit peu à Pierre Valençon, pardon, et des sports adaptés, comité sport adapté de la Vienne. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour du coup à tous. Du coup, moi je suis un spécialiste de taekwondo. J'ai découvert grâce à Rodrigo. Ça fait 5 ou 6 ans qu'on est en partenariat pour des activités de découverte principalement dans le cadre des activités motrices par exemple. Donc c'est pour des personnes, moi je travaille dans le sport adapté, c'est pour des personnes avec un handicap mental ou psychique. Adèle, ma collègue, c'est plus du coup handicap moteur et sensoriel, mais donc handisport, et nous c'est le sport adapté. Et du coup, Rodrigo, je le fais intervenir avec un public qui a un handicap assez lourd à un moment là. Et du coup, on découvre voilà, sur 4 mercredis après-midi, du coup, donc, ce qu'est le taekwondo, donc de manière large, on ne rentre pas dans les détails techniques, mais juste voilà, pour que les adultes ils puissent découvrir un petit peu ce qu'est la discipline. Rodrigo, il intervient aussi donc, dans la Vienne avec des jeunes qui sont en IME, REA, donc là c'est pareil, c'est pour de la découverte, donc avec des jeunes. Et aussi on le fait intervenir, Rodrigo, donc avec les sportifs du sport adapté, avec des adultes qui sont avec un handicap psychique, donc sur des créneaux avec un hôpital de jour, sur Châtellerault et Poitiers, là, donc deux villes du département. Et l'idée là, c'est d'aller un peu plus loin, de leur faire passer, voilà, à travers, on fait entre 6 et 10 séances. Donc là, sur la zone, j'ai pas le vocabulaire, c'est pas le dojo, je vais me faire taper sur les doigts, mais sur la zone adaptée pour la pratique du taekwondo. Et l'idée, c'est qu'à la fin, il faut pas que je me trompe non plus, mais je crois que c'est la ceinture jaune qu'on fait passer en fin de cycle. Donc là, c'est des personnes qui ont besoin, donc physiquement, il n'y a pas de souci, mais c'est plus la gestion des émotions, la gestion de la confiance en soi qui est plus compliquée pour ce public-là. Et donc depuis 5 ou 6 ans, là, voilà, c'est les projets qu'on essaye de faire. Et à Poitiers, si je dis pas de bêtises, Rodrigo, tu me corriges si je me trompe, mais à la fin, voilà, donc il y a des séances entre sportifs là, de l'hôpital, surtout des hommes, parce que c'est par rapport à cette pathologie touche plutôt des hommes. Mais après, ils essayent de faire des créneaux aussi en inclusion, donc avec les créneaux, je crois que c'est, je sais plus comment tu l'appelles, activité pour tous, là, où tu mélanges un petit peu tous les groupes. Et du coup, voilà. Bien au club, comme tout licencié. Voilà, donc c'est ça la finalité pour les sportifs, pour qui c'est compliqué
au niveau de l'autonomie, au niveau, voilà, sortir de sa zone de confort, aller vers les autres, ça c'est compliqué. Et grâce aux nombreuses séances qu'on arrive à mettre en place, ben, il y a des bonnes réussites. Donc, pas pour tout le monde, mais tout le monde fait les efforts. Et quand tu parlais du dépassement de soi, c'est vraiment les retours qu'on a de la part des infirmiers qui accompagnent les groupes et des sportifs eux-mêmes qui au début sont très réticents et à la fin on a des bonnes surprises. Voilà, je ne prends pas la parole trop longtemps, mais c'était voilà, pour faire un petit retour d'expérience sur ce qu'on pouvait faire dans la Vienne grâce au club. Là. Merci beaucoup, Pierre. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport au sport adapté? Profitez, hein, ils sont là. Et sinon, on va passer la parole directement à Adèle, du comité handisport de la Vienne. Bonsoir à tous. Donc, voilà, moi, je suis Adèle Burucoa, je suis la présidente du comité départemental handisport de la Vienne. Dans un premier temps, je voulais vous remercier tous de se poser de vous questionner pour faire évoluer votre discipline au sein du handisport et du sport adapté dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, voilà. Autre chose, donc nous, le club avec Rodrigo au sein de la Vienne et au sein du comité, donc, son club est partenaire depuis plusieurs années, ce qui lui a permis d'ailleurs une labellisation handisport en 2016. Donc ça, c'est pour les clubs qui sont actifs au niveau handisport dans la Vienne. Et enfin, au niveau handisport même, c'est un label national. Donc voilà. Rodrigo intervient donc, au niveau de plusieurs instituts, donc notamment un institut, l'Institut Asmarg, où tu interviens directement là-bas, Rodrigo? Oui, oui, j'ai des créneaux tous les mardis et les jeudis, c'est eux qui se déplacent au club. D'accord. Et notamment aussi, il intervient souvent, il y en a 2 fois par an, donc sur un créneau, ce qu'on appelle l'école du sport. Donc nous, on regroupe plusieurs de nos jeunes en situation de handicap très différents. Et donc dans le but de faire découvrir le para-taekwondo à tous nos jeunes. Et donc c'est des moments très très appréciés par les jeunes et qui permet aussi, enfin dans l'objectif de les faire aussi rentrer au sein du club pour une pratique un peu plus régulière du para-taekwondo. Et c'est plusieurs séances de découverte qui ont permis aussi au club de Rodrigo d'avoir des licenciés au sein de ton club, donc 8 licenciés voilà, dans la Vienne. Juste la petite particularité au niveau du para-taekwondo, au niveau handisport, c'est quelque chose qui nécessite plusieurs adaptations, notamment au niveau matériel, donc pour les fauteuils, les choses comme ça. Donc, après, vous pouvez vous rapprocher de Rodrigo qui a inventé tout un tas de machines pour permettre la pratique du para-taekwondo pour les personnes en situation de handicap, enfin, différents types de handicap. Donc, voilà. Ah aussi, je voulais revenir un tout petit peu sur quelque chose tout à l'heure. Laissez pas la catégorie sourde de côté. C'est ok, c'est juste peut-être un problème de langage, de compréhension les uns des autres, mais la surdité peut emmener des problèmes au niveau de l'équilibre. Donc voilà, ne restez pas sur ce problème de communication, mais voilà, prenez le handicap en entier là-dessus. Juste. Merci Adèle. Merci Pierre aussi. Et merci à tout le monde. Bon, maintenant, c'est un temps d'échange. Si vous avez des questions, finalement, on va parler de formation et formalisation d'une certification officielle FFTDA. Et je vais laisser la parole à Mbachan Kevin, qui va parler un petit peu du projet que nous tenons à cœur depuis quelques années déjà. Allez, Jean-Kevin. Merci. Bon, ça, c'est une petite piqûre de rappel par rapport au webinaire qu'on a tenu il y a quelques jours avec l'ensemble des collègues et des responsables de clubs de diverses régions. Donc, comme vous le savez, l'objectif aujourd'hui, c'est finalement de faire un travail collaboratif au niveau des clubs et permettre à un projet de pouvoir émerger et de le proposer finalement à l'ensemble des clubs, à l'ensemble des jeunes pratiquants qui se lancent dans
ou qui souhaiteraient se lancer dans l'encadrement et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. C'est aussi un projet qui peut être décliné au niveau des ligues, des comités départementaux, des fédérations et pas que la fédération française. Donc, c'est un projet de club qui peut être ouvert à toutes les fédérations, que ce soit en e-sport, sport adapté, des fédérations à l'international. D'ailleurs, on a eu la chance d'avoir diverses fédérations qui étaient connectées, notamment leurs représentants. Donc, effectivement, Rodrigo, c'est un projet qu'on avait en gestation depuis pas mal de temps. On avait beaucoup échangé là-dessus, avec Rodrigo, avec le maître Dadier, avec d'autres responsables de club. Et aujourd'hui, on est arrivé à un point où on voudrait vraiment faire avancer les choses, en tout cas pour nos disciplines, les disciplines coréennes. Et on sait très bien que les changements, en tout cas, les changements majeurs viendront des clubs, viendront de notre capacité à pouvoir travailler tous ensemble et à faire avancer la cause. Donc, on est déjà en train de travailler sur des supports de formation. Bien sûr, on est encadré, on est accompagné, on a la chance d'être accompagné par des experts, par des médecins, par des responsables de structures, par des éducateurs spécialisés, par des enseignants. Et incessamment sous peu, dans quelques semaines, c'est quelque chose qui va arriver et on va se mettre tout de suite au travail. On a été sensible à certaines interrogations, notamment de professeurs qui nous faisaient part de leur inquiétude parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à la cause du handicap en France, mais qui n'ont pas forcément les outils pour y adhérer ou pour se lancer. Donc, finalement, ce projet avec Rodrigo et avec d'autres et avec toutes les personnes qui voudront bien nous rejoindre sera justement d'apporter modestement notre contribution et de pouvoir justement faire avancer les choses. Sachant encore une fois, je le redis, le changement ne viendra pas de la fédération. Parce que la fédération, c'est nous, parce que la fédération, c'est chacun de nous. Donc, l'avancée viendra des clubs, viendra de notre capacité à pouvoir nous mettre en lien tous ensemble, modestement et humblement, et justement proposer des projets qui soient aboutis, formalisés, solides surtout. Et puis, ce sera l'occasion pour la fédération justement de pouvoir simplement appuyer cette démarche et proposer à la majorité de pouvoir se joindre à nous. Donc voilà, c'est ce que je peux vous donner comme information. D'ici quelques semaines, on va tout de suite vous proposer quelque chose de concret sur le terrain, notamment pour la rentrée, et pour bien préparer cet après-Covid et pourquoi pas commencer à amorcer le travail collaboratif pendant tout l'été. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et pour finir, il nous reste 10 minutes. Vous avez la parole pour toutes vos questions et pour toutes vos remarques. Et Samuel, tu voulais dire quelque chose? Moi, je dis tout simplement que c'est une bonne initiative. Hein, c'est que de ce que tu viens de faire, de nous avoir invités pour reparler encore du problème handicap qui touche tout le monde. C'est un engagement fort, le fait d'adhérer à ça. Effectivement, Kevin l'a dit tout à l'heure, il a dit que nous avons des enseignants qui veulent bien recevoir ce public-là, mais qui n'ont pas les outils, donc ils ne savent pas comment faire. Et d'ailleurs, dans notre webinaire, il y a eu, je pense, un des intervenants, je pense gabonais, qui avait dit comme ça que ils avaient en face d'eux une personne en situation de handicap, mais ils ne savaient pas quoi faire. Donc, ce problème-là touche, on va dire, presque tous les clubs de taekwondo. Donc, il y a du travail. C'est un chantier qui est assez vaste. Ça part de la France, mais ça va jusqu'en dehors de la France. Donc, il faut vraiment s'organiser. On va se structurer et mettre ensemble nos compétences, travailler ensemble et ensuite pouvoir se déplacer pour aller justement, en commençant par ici, aller aussi ailleurs, apporter ce qu'on sait faire, c'est-à-dire aider les clubs,
aider les enseignants, aider les fédérations à mettre en place des possibilités de formation, un cadre sportif, afin que ceux-ci puissent continuer le travail pour que tous les enseignants, je dis bien tous les enseignants de taekwondo soient capables de recevoir le public en situation de handicap. Parce qu'il ne faut pas les mettre de côté. Ce sont des personnes comme nous. Ils ont les mêmes besoins que nous. Ils sont sensibles comme nous. Ils ont des rêves comme nous. Et donc, il faut leur tendre la main. C'est pour cela que ce problème de ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public, ont commencé à s'adapter de façon à réduire ce champ qu'on regardait, c'est-à-dire la façon de les regarder pour dire c'est une personne en situation de handicap. Mais aujourd'hui, il faut embellir cela, il faut regarder l'environnement. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui est capable d'aller jusqu'au 10e étage, rencontrer son médecin, ben, l'handicap, il est où? Puisque là, on crée toutes les possibilités pour lui faciliter la vie de façon à ce qu'il soit capable d'aller voir son médecin qui est au 10e étage et de redescendre sans problème. Donc là, on a créé tout ce qu'il faut créer pour faciliter la vie de ces personnes-là. On a vu des véhicules qui se sont adaptés. On a vu des appartements qui sont complètement adaptés. Donc, c'est une question d'adaptation. Donc, si tous les enseignants sont capables d'adapter leur enseignement pour recevoir ce public-là, ben, je pense qu'on aura fait un grand pas. Donc, c'est toujours une bonne initiative de se retrouver, de parler, mais concrètement, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on mette ensemble. Il faut qu'on s'adresse aux professionnels même et que cela nous aide. Surtout, adapter nos équipements. Nous avons eu l'habitude, on a des raquettes, mais si nous avons des personnes en situation de handicap, malentendants, malvoyants, tout, il faudra que le matériel qu'on utilise soit adapté aussi. Donc, de ce point de vue, on aura besoin des ergothérapeutes, de beaucoup de professionnels. Moi, je m'arrête là. Moi, je dis tout simplement que la bataille, elle est longue, le champ est long, et moi, je souhaite du courage à tout le monde. En tout cas, pour ma part, je suis engagé. Merci, Samuel. J'ai vu que Jacqueline a levé la main. Ouais. Il y a d'autres Mais écoute, moi, ce qui me pose souci, c'est au niveau de la formation, en fait. Parce que jusqu'à présent, j'ai refusé personne au club. Je fais du taekwondo au loisir, donc il n'y a pas de passage de grade, il n'y a pas de compétition, donc c'est vraiment chacun peut faire à son rythme. Mais effectivement, on m'a demandé, j'ai eu des trisomiques 21 qui m'ont demandé s'ils pouvaient venir au cours, donc j'aurais dit oui. Mais après, j'aurais dit que je vais apprendre avec eux, en fait. Donc, je n'ai pas de formation pour pouvoir accueillir ce public et pour pouvoir les rassurer aussi. Donc, c'est vrai que je pense que une des formations, même si qu'après, chaque handicap est particulier et que chaque personne a son truc, si on peut être minimum formé pour pouvoir adapter et rassurer les personnes qui sont prêtes à venir au club, ça sera un plus, quoi. Parce que moi, je veux bien prendre tout le monde, il n'y a pas de souci, hein. On rigole tous ensemble, on est tous handicapés gauche-droite, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'on arrive à les rassurer aussi et à intégrer les structures. Alors, si je peux me permettre, il y a deux formations qui existent. Il y a deux formations qui existent, une en sport adapté et une en handisport, qui sont faites pour les personnes qui sont diplômées d'une fédération. C'est la QSA en sport adapté et le CQH en handisport. Le handisport ne possède pas de spécialité taekwondo, mais par contre, tu peux avoir le premier module qui t'apporte pas mal d'informations. Et au niveau de la QSA, il y a un partenariat entre la FFTDA et le sport
adapté. Et il y a eu, je crois, 2 ou 3 sessions les précédentes années sur des formations AQSA, qui est spécialisée pour les sports adaptés. Alors, moi, je vais reprendre un peu la parole, effectivement. On va dire, moi, j'ai été approché par la fédération, donc je suis formateur des cadres sportifs pour qu'ils puissent recevoir ce public-là. J'ai parcouru pas mal de ligues et j'ai pu former pas mal sur le handicap. Déjà, la connaissance du handicap, parce que tout diffère. Et puis, quelle attitude, comment les accueillir, comment les rassurer, comment les travailler avec. Et quels sont les exercices qu'on peut proposer, quel handicap. Ça, je l'ai fait. Et puis, mais malheureusement, ça a stoppé. Et je pense que c'est là-dessus que le groupe avec lequel je travaille en ce moment, c'est-à-dire Jean-Kévin, Laurent et bien d'autres personnes, c'est justement pour mettre en place, on va dire, des formations. Mais bien avant cela, nous voulons travailler, mettre ensemble nos compétences, travailler là-dessus. Et à partir de là, une fois qu'on sait qu'on a bouclé la capacité, si tu veux, tout le dossier qui va servir à former les gens, à partir de là, on pourrait commencer notre bâton de pèlerinage pour former et pour créer des centres de formation et puis nous faire connaître auprès du public et avancer comme ça. Voilà. Si, je voudrais prendre la parole. Allez-y, allez-y. Oui. Alors, voilà, je voulais vous faire profiter d'une petite expérience que j'ai eue il y a quelques années avec un groupe de personnes atteintes de surdité. C'était des sourds, âgés allez, on va dire de 8 à 18 ans. J'ai eu une amie qui était responsable dans une association qui s'occupait des sourds muets. Et donc, un jour, elle m'a proposé, sachant que je faisais du taekwondo pour son fils, elle m'a proposé de donner des cours, d'initier un peu ces jeunes-là et à la pratique du taekwondo. Donc, du coup, avec elle, on a montré un projet gratuit, un projet bénévole. Et ils sont venus pendant 1 an, pratiquement, allez, je dirais pratiquement 1 an, une fois par semaine dans mon club pour pouvoir justement s'initier au taekwondo. Je voulais dire que ça a été une superbe expérience parce que, en fait, j'ai pas vu ces jeunes-là comme des handicapés parce qu'en fait, c'était des sourds et la difficulté, elle était enfin, il n'y avait pas beaucoup de difficultés. Je leur montrais les techniques et ils les faisaient aussi bien que les valides, on va dire. Donc, pour moi, c'était vraiment pas un problème d'handicap. Donc, ça a été vraiment une belle expérience. Alors, ça n'a pas pu on n'a pas pu continuer l'expérience parce qu'il y a d'autres problématiques. Vous n'en avez pas parlé parce que je pense qu'à un moment ou l'autre, il va falloir en parler. C'est que, en général, ces jeunes-là ont d'autres problèmes, ils rencontrent d'autres problèmes. Hein. C'est des problèmes familiaux parce que bien souvent, ils ont des problèmes pour se déplacer, pour qu'on puisse les ramener au club. Et même quand nous, on a proposé de mettre un bus à leur disposition, la structure même qui les accueillait ne voulait pas payer les encadrants pour les emmener au club. Donc, on voit bien que la problématique de l'handicap, c'est quelque chose la grande difficulté, ce n'est pas même au sein du club, mais parfois c'est au-delà de ça. C'est autour de l'handicap. C'est la famille, c'est les encadrants, c'est la structure qui les accueille. Et donc, ça a dû s'arrêter malgré le fait que j'avais un sponsor qui mettait à leur disposition un bus pour les emmener au club. La structure n'a pas voulu parce que la structure m'a dit que il faut payer quand même les encadrants pendant l'heure pour les encadrer. Voilà, pour les emmener. Parce qu'il faut qu'il y ait un encadrant présent. Voilà, parce que c'est une question de responsabilité. Voilà, donc ça a été la première difficulté pour pouvoir poursuivre cette expérience qui était pour moi une expérience assez enrichissante
parce qu'on avait vu des jeunes très, très, très motivés et même très doués. Parce qu'il fallait voir comment ils étaient doués. Et en fait, moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de difficultés pour pouvoir les initier. Ça, c'était la première étape, la première phase. Mon problème, quand j'écoute un peu les discussions entre tout le monde, là, je me pose d'énormes questions sur est-ce qu'il ne faut pas mettre déjà, dans un premier temps, une méthode? Une méthode. Parce que si on lance ce mouvement, cette dynamique, ça peut aller dans tous les sens. Ça peut partir dans tous les sens et on sait bien que quand quelque chose n'est pas structuré dans la méthode, ça finit par s'essouffler et on ne sait pas trop où on va, etc. Moi, ma première méthode, c'est de dire, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place une méthode? Une fois que la méthode sera établie, on saura où on débute, où on va, peut-être on pourra peut-être mettre en place les différentes phases. Par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un tronc commun? Un premier tronc commun pour peut-être apporter un certain nombre d'éléments. On parle d'éléments de langage, hein, comment accueillir l'accueil au club, par exemple, etc. Les différents types d'exercices qu'on pourrait mettre en fonction de l'handicap, etc. Après, j'ai encore une autre question. C'est la deuxième question, c'est de dire pourquoi travailler sur tous les handicaps? Est-ce qu'on ne peut pas faire des étapes? La première étape pour lancer la dynamique, c'est de dire, on va par exemple, moi j'ai parlé des sourds-muets, je prends l'exemple des sourds-muets. Pourquoi ne pas lancer déjà une spécificité, voilà, qui va, une formation spécifique pour l'accueil des sourds-muets? Voilà. Après, pourquoi ne pas lancer une spécificité pour l'accueil des gens en fauteuil roulant? Peut-être, ça peut-être pouvoir cadrer déjà la méthode, parce que moi, j'ai peur que, voilà, l'envie est là, la motivation est là, mais si on met, à mon avis, si on met pas une structure, on ne structure pas notre pensée, notre méthode, ça échoue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais peut-être rebondir pour répondre justement à… Comment il s'appelle, monsieur Ganos? Moïse Romero. Romero. De la Guadeloupe. Ah, ouais, mais je suis en Guyane, je viens en Guyane. En tout cas, je vais rebondir par rapport à ce que tu disais. C'est qu'en fait, si tu veux, dans le webinaire de la semaine dernière, on a justement procédé à cette étape-là. C'est-à-dire qu'on a présenté, on a proposé la colonne vertébrale d'un projet. Et cette colonne vertébrale, c'était justement le processus par lequel on veut structurer justement cette démarche. Donc, on est parti d'un postulat tout simple, c'est d'abord qu'on va essayer de se dire qu'est-ce qu'on met au centre du projet. Et la personne en situation de handicap, quel que soit le handicap, elle est au centre du projet. Ensuite, on s'est dit, on va essayer de structurer tout ça autour justement de l'expertise des personnes beaucoup plus habilitées que le taekwondo, comme les médecins. Donc, on a eu pas mal d'accords de médecins, de kinés, de traumatologues, pas mal d'experts en tout cas, qui nous ont dit oui sur l'accompagnement à ce projet. Ensuite, on a eu effectivement aussi, on a démarché des professeurs parce que finalement aussi, qu'est-ce qui fera la plus-value de ce projet? C'est notre capacité à avoir la bonne pédagogie. Et pour avoir une bonne pédagogie, qui mieux que des enseignants peuvent nous donner une forme de pédagogie adaptée. Donc, on a eu aussi l'aval des professeurs, des enseignants. On s'est aussi dit que dans le projet, il va falloir adjoindre justement les familles aussi. Parce que, par exemple, à l'expérience que vous aviez tout à l'heure décrit, et vous avez parlé que finalement, ils étaient doués, mais il y avait un écosystème autour d'eux qui a fait que. Absolument. Il faut prendre en compte justement les familles, associées aussi justement dans son processus de réflexion et de construction, les familles. Parce que chaque famille est différente, chaque famille a une identité, une culture, une histoire qui est assez particulière et qui a un rapport finalement particulier avec le handicap. D'accord ? Ensuite, mettre aussi le club finalement dans ce processus de co-construction. Parce qu'un professeur seul, il a une ambition, mais si le club ne suit pas, enfin moi j'ai aussi une expérience de club qui me permet de savoir que si le club ne suit pas, si vous n'avez pas des enfants, si vous n'avez pas des jeunes qui vous suivent dans ce processus, à long terme, ça ne tient pas.
D'accord. De toute manière, seul on ne peut pas conduire, on ne peut pas encadrer un groupe d'enfants handicapés. Ce n'est pas possible. Exactement. Donc, en fait, si vous voulez, ce projet-là, voilà, le process que vous venez de décrire, on l'a présenté la semaine dernière. Et Ah, après, d'accord. Désolé, j'ai raté le webinaire de la semaine dernière. non, mais ce n'est pas un souci. Ça permet aussi de rappeler, de rafraîchir la mémoire de chacun. Après, la dernière étape, c'était aussi finalement d'interroger aussi les responsables de structure parce qu'ils ont un mot à dire, ils ont une forme de pensée, ils ont une forme de gestion qui serait intéressante pour nous, dans le cadre du projet, d'interroger, de savoir. Pourquoi, par exemple, un responsable de structure privilégie le judo par rapport au taekwondo? Est-ce que le taekwondo fait peur? Est-ce que le fait que, quand on parle de taekwondo et qu'on voit à la télévision de la percussion, des plastrons, des coups qui peuvent paraître violents, c'est peut-être discriminant ou peut-être désavantageux pour nous? Mais c'est important d'interroger justement leur mode de pensée. Sur quels critères ils font tel ou tel choix par rapport à telle ou telle discipline. Et puis, pour le dernier process, pour la dernière étape du process, c'est aussi finalement d'inclure les politiques. D'inclure les politiques dans la mesure où finalement, c'est les premiers financeurs et c'est eux qui déclinent et qui décrivent les politiques d'intégration, de développement. Je suis à 100% d'accord avec ce qu'il vient de dire, dans la mesure que j'ai eu la même expérience au sein de la municipalité dans laquelle où je travaille. Effectivement, en fait, pendant des années, j'ai œuvré là-bas, mais je n'étais pas assez présent sur les manifestations, par exemple les journées portes ouvertes, par exemple les salons, les commémorations, etc. Et c'est un déficit de communication qui a fait qu'on n'était pas mal vu, mais on n'était pas vu du tout. Voilà, c'était plutôt le mot, on n'était pas vu. Et c'est quelque chose que j'ai pris conscience depuis 4 ou 5 ans, où je suis plus présent, où j'ai un contact direct avec les élus. Et ça change tout. Ça change tout. Parce qu'une fois que vous êtes en contact, vous voyez, vous êtes régulièrement dans les manifestations, vous pouvez faire passer certains messages et vous pouvez faire des demandes. Et vos dossiers, quand ils arrivent, les dossiers, et ça, c'est quelque chose vraiment que je suis convaincu que c'est important. On parle c'est la communication, tout simplement. Lorsqu'on est en contact, les gens vous connaissent, mais quand vos dossiers arrivent dans les commissions, on vous connaît et ça favorise énormément l'acceptation des dossiers. Et vous pouvez faire passer comme ça des demandes, des projets spécifiques, tels par exemple, j'ai fait cette année, j'ai fait une demande justement d'initiation aux handicapés de la ville au taekwondo et j'ai déposé le projet. Et je pense que mon projet va passer parce que je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de projets de ce type qui vont se présenter. Mais voilà. Et je pense qu'on est trop absent de la scène. Mais la scène, voilà, on est trop absent sur la scène publique et qui fait que on a les gens dans leur imaginaire, taekwondo veut dire violence, etc. Alors que dans le taekwondo, on a toutes formes de pratiques et notamment la pratique, on pourrait faire la pratique de l'handisport. Moi j'ai, si vous me permettez, une petite question pour les responsables. Un petit truc, Kevin, oui. 2 secondes. N'hésitez pas, tous ceux qui sont dans la conversation, à aller voir les messages qui sont laissés Pierre des sports adaptés et Adèle de Handisport. Mais justement, vous gagnez des temps. Alors, voilà. Adèle. Donc moi, j'ai 2 ou 3 petites questions à Pierre et Adèle, justement. Moi, je voudrais savoir, dans le cadre de l'handisport et du sport adapté, comment finalement se sont structurées les disciplines au sein de ces fédérations de sport adapté et handisport. Par exemple, le cas du judo, du football, du basket. Comment ils se sont structurés? Adèle, si tu veux commencer ou j'y vais, non? Allez, j'y vais. Du coup, alors, il y a des disciplines, voilà, il y a des disciplines qui sont présentes. Alors, nous, on est fait des multisports, donc on n'a pas de spécificité particulière, mais du coup, il y a des commissions nationales. Alors, j'avoue que je connais pas toutes les disciplines qui sont mises en place au sport adapté. Il y en a plein que je ne mets pas en place moi et je ne connais pas, mais par exemple, pour le judo, ça fait très longtemps, je crois que c'est dans les années 90 ou 80 que ça a commencé à se développer et ça a mis du temps.
Donc, je ne peux pas donner les infos sur comment ça a débuté. Est-ce que c'était voilà, en provenant du terrain, comme vous, là, les éducateurs, et que après c'est en lien avec les établissements, les institutions, et après la Fédé a pris le relais. Et il y a des commissions en fait sur chaque discipline, mais je pense que dans ces commissions, il y a un petit peu tout le monde en fait, comme ce que vous voulez faire, et ce qui est chouette avec voilà les médecins, les ergots, les kinés, enfin tous les professionnels de santé et les personnes en lien avec l'activité. Voilà ce que je peux dire, mais j'avoue que c'est pas ma spécialité. Je suis pas à la Fédé, je sais pas, je suis pas. Vas-y, Adèle. Ah oui. Tout comme Pierre, hein, où, il y a beaucoup de disciplines, notamment le judo, là, qui sont assez anciennes, dont les catégories ont été faites il y a un petit moment, et que moi, je n'ai pas suivi, et qui a dû être fait même avant qu'on soit dans le handisport ou le sport adapté. Donc voilà, mais après, c'est sur le terrain, c'est avoir votre vécu aussi, ce que vous vivez chacun, et puis être en contact avec les personnes en situation de handicap. Après, voir les catégories qui peuvent se faire aussi dans les différentes disciplines. Il en existe plein, que ce soit l'athlétisme, le judo, des choses comme ça. Donc, notamment quand je vous entends parler de personnes en fauteuil, attention, les personnes en fauteuil, vous pouvez les mettre dans une seule catégorie, mais il y a plein de... une personne en fauteuil peut avoir une atteinte des membres juste seulement inférieure, mais inférieure et supérieure. Il y a des grosses différences de capacité entre deux personnes qui sont en fauteuil, et même au sein d'un même handicap. Un paraplégique, selon là où est la lésion, les capacités ne vont pas du tout être les mêmes. Les capacités vont pas du tout être les mêmes, quoi. Donc voilà, après je pense que c'est... Regardez ce qui se fait un peu ailleurs sur les catégories, peut-être pour se donner des idées. Après, je sais que nous, au niveau nous, on organise au niveau du handisport des Jeux de l'avenir, donc qui sont des grands rassemblements pour les jeunes. Jeux de l'avenir et Grand Prix, qui sont des grands rassemblements pour les jeunes. C'est des week-ends de 3 jours qui se font normalement à l'Ascension, et de 4 jours même, et multisport. Et il y a des catégories en fonction du handicap, et il y a même des classifications qui peuvent se faire, donc qui se font par rapport à des sauts, par rapport à des slaloms, par rapport à des vitesses, des choses comme ça. Et chaque classification ces petits tests permettent de classifier les jeunes. Et ça peut être des points de départ, vous, pour organiser vos classifications et voir les capacités de chacun. Très bien. Et moi, j'ai une dernière question pour Pierre, 2 secondes. Juste un tout petit peu, du coup, par rapport à ce que dit Adèle, nous, au sport adapté, il y a aussi des classifications. En gros, tous les sportifs qui vont faire de la compétition, ils ont une classification qui s'appelle, je fais un résumé, mais AB, BC et CD, le niveau le plus élevé. Et c'est en fonction de 4 items qui sont la communication, l'autonomie, la motricité, et je les appelle autres. Mais voilà, donc c'est à chaque fois les sportifs, quelle que soit l'activité qu'ils veulent pratiquer, ils ont une classification au niveau de l'équité, pour pas que les personnes qui ont le plus de capacité rencontrent sur des compétitions des sportifs qui sont plus déficitaires, hein. Voilà, c'est juste la petite précision. Super. Daniel? Oui, juste, je voulais prendre la parole sur plusieurs petites remarques. D'abord, il y en a qui se sont un peu posé la question pourquoi certaines activités étaient plus développées que d'autres. Donc moi, par exemple, en judo, je sais pourquoi ils ont développé plus tôt que les autres. Le judo, ça a toujours été un sport universitaire, depuis le début, depuis la création. Et donc, dès que les universités de STAPS ont commencé à faire du handi, du para, etc., forcément, il y avait plein d'étudiants qui se sont retrouvés dans les deux filières. Et la liaison, elle a été très facile pour eux parce qu'ils étaient implantés dans les universités très tôt. Et donc, ça explique. Après, il y a des sports où ça s'est développé. Moi, par exemple, je sais qu'en boxe française, ils ont développé tout un programme pour les sourds. Mais ça a été le hasard d'un prof, en fait. C'est presque une seule personne qui a impulsé tout le phénomène parce qu'elle était intéressée, parce qu'elle était impliquée pour sa famille et que du coup, donc peut-être que nous, au taekwondo, aujourd'hui, on n'a pas encore ça, justement. On n'a peut-être pas une personne qui est moteur très fort et qui dit « moi, je vais y aller plein pot là-dedans parce que c'est un sujet qui m'intéresse ».
Dans la discussion, moi, j'ai partagé quand même la page du karaté. Et puis, je suis allé voir Andy Guide des sports gouvernementaux. Donc, c'est un site qui recense toutes les associations qui disent faire du handi. Et pour le taekwondo, il y en a 4. Mais, par exemple, celle de Rodrigo n'y est pas. Si? Si, je suis. Bon, voilà, c'est bien. Mais il y a peut-être un déficit aussi pour nous de connaissances, parce que des clubs qui acceptent ou qui font du handi, il y en a plus que 4 en France. Mais moi, je le fais dans mon club, mais par exemple, je ne suis pas recensé là-dessus parce que je n'avais même pas pensé à aller m'y mettre, en fait. Donc là, de faire la visio, ça m'y fait penser que peut-être il faudrait… oui, il faut rapprocher des comités handisport et sport adapté, oui. Mais moi, déjà, j'y travaille avec parce qu'en fait, le président du comité départemental, il habite à 200 mètres de chez moi et c'est un mec super sympa avec qui je bosse, mais c'est plus informel que formel, en fait. C'est un peu… Super sympa. Ouais, mais du coup, ça s'est fait… ça se fait plus de manière… On se croise dans la rue, on travaille comme ça, quoi. Non, parce qu'au sein de ces comités, il y a des professionnels, il y a des éducateurs, des agents de développement qui, certes, connaissent peut-être pas forcément le taekwondo, mais qui connaissent les particularités de chaque handicap, quoi. Parce qu'ils peuvent permettre de répondre aux besoins et aux capacités de chaque handicap. Ouais. Et après, donc, pour rebondir un petit peu… Je voudrais juste une parenthèse. Juste une parenthèse. En fait, voilà, juste une parenthèse. Alors, le taekwondo est mal connu en France. Très, très mal connu. Parce que le taekwondo, c'est le sport, on va dire, le taekwondo, c'est l'art martial la plus pratiquée dans le monde. La WTF revendique 80 millions de pratiquants. La ITF revendique 50 millions de pratiquants. Et c'est le même taekwondo parce que ce sont les mêmes pumse. Ça fait 130 millions de pratiquants. Et après le taekwondo vient le karaté avec 12 millions de pratiquants. Et après le karaté vient le judo, 8 millions de pratiquants. En France, le judo a pris de l'ampleur. Parce que le judo aujourd'hui, c'est vrai, avec le Covid, a perdu beaucoup d'adhérents, aussi bien les autres arts martiaux. Mais avec le judo, on est à peu près à 600 000 pratiquants. Tandis que le taekwondo revendiquait à peu près 52, 55, 54 millions de pratiquants. Mais aujourd'hui, il y a eu quand même une chute de 30% à tous les niveaux. Mais pourquoi est-ce que le taekwondo qui est pratiqué et qui est connu dans les autres pays n'est pas arrivé à se faire connaître suffisamment en France? Question. Le taekwondo fait peur à cause de sa façon, c'est-à-dire c'est vraiment un art martial du guerrier. Et donc, à partir de là, les premiers pratiquants ici, les vidéos qu'on monte, les KO qu'on monte, sont tellement spectaculaires qu'effectivement, le taekwondo est plutôt entré côté, on va dire, les quartiers dits sensibles, parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas peur, ce sont des jeunes qui aiment se battre, ce sont des jeunes, voilà, donc ceux-là ont plus épousé cet art martial par rapport aux autres jeunes, est-ce que vous voyez? Donc, moi, ma question, je me dis, un tel art martial qui a du contenu, c'est parce qu'il est mal connu, mais ça a du contenu. Et effectivement, ça peut aider. Pourquoi il est mal connu en France? Alors, si on revient sur le côté handicap, on va dire déjà si il est mal connu, de nos municipalités, ça va être difficile. Donc, problème de communication, il faut vraiment qu'on communique là-dessus. Il faut vraiment qu'on en parle, qu'on rencontre nos élus et qu'on mette en place des projets, etc., etc. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, tu peux prendre la parole. Nous comptons sur 7 minutes. On va se donner juste à 19h30. On va passer que d'une demi-heure. Pour finir, Daniel, s'il te plaît, finis parce que ça. Et donc après, je voulais reprendre parce que le comité handisport Vienne
a bien précisé. C'est vrai que pour les handicaps, il faut faire attention parce que souvent, quand on n'est pas très impliqué, on n'en fait qu'une catégorie. Et moi, on avait fait avec Hiromi, qui est présente là, un stage avec karaté à propos du handicap qui était très intéressant. On avait travaillé les yeux bandés sans entendre et tout ça. Et on avait fait en fauteuil roulant. Bon, déjà, on avait vu que manipuler un fauteuil, c'est pas, voilà, c'est pas gagné comme ça. Et en fait, il y avait des handicapés qui n'ont pas les abdos qui fonctionnent et d'autres qui ont les abdos qui fonctionnent. Et ils nous disaient que c'est une catégorie 100% différente parce que avoir les abdos ou pas d'abdos, ça change complètement la mobilité qu'on a dans un fauteuil. Et donc, il faut vraiment y faire attention parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire une catégorie, on dit ah, il est en fauteuil. Et dans un fauteuil encore, ça peut ne pas se voir, hein, mais il peut y avoir des grosses différences entre deux personnes. Et après, moi, j'alerte aussi beaucoup là-dessus. Il ne faut pas non plus proposer tout et n'importe quoi. L'année dernière, moi, j'ai un copain de Montpellier qui a une association qui s'appelle Bleu Vertige, qui fait de l'escalade. Et il a des paraplégiques en fauteuil qui voulaient grimper. Et le centre où ils étaient insistait pour qu'on leur fasse faire de l'escalade. Et à un moment, c'est pas possible non plus. Il faut accepter aussi que mon ami leur a dit gentiment, il a dit, je peux accrocher des cordes, on peut les tracter en haut du mur, mais à quel moment c'est de l'escalade dans la mesure où ils bougent ni les bras ni les jambes, c'est plus de l'escalade. C'est la sensation plutôt. Attention de ne pas non plus proposer tout et n'importe quoi sous prétexte de dire on va faire de l'inclusion, parce qu'à un moment, il ne faut pas non plus mentir aux gens. Donc nous, on ne l'a pas fait. Et après, il y avait eu un discours aussi sur les conditions, et moi je fais de la plongée sous-marine. Et par exemple, faire plonger un paraplégique en plongée, c'est très agréable pour lui. Hein. Mais en termes d'organisation, il faut un médecin, il faut 2 plongeurs avec. Et ça veut dire que de suite, ça devient très compliqué. Administrativement, juridiquement, financièrement. Parce que trouver 2 moniteurs, plus un médecin plongeur, plus etc., ça devient difficile. Et donc, c'est aussi un énorme frein à beaucoup de pratiques. Hein. Moi, nous, on a fait plonger des gens en piscine, en bouteille, mais en piscine. Mais c'est vrai que pour faire plonger 5 personnes, ça nous a pris une journée entière et que ça demande des moyens phénoménaux. Et donc, c'est un énorme frein à ce développement-là. Appuie sur la boîte caisse, un truc, je rentre. Vous entends, Naïma. Voilà, donc c'était un peu les réflexions générales, mais ça n'empêche pas de faire des projets, mais ça les rend difficiles parfois. J'écoute. Nous sommes à 4 minutes. Merci, Daniel. Toujours intéressant tes interventions. Merci beaucoup d'être là aussi. Jean-Kevin, encore ouais, vas-y. Je voudrais juste prendre 30 petites secondes sur les 4 dernières minutes pour faire passer un message clair. C'est qu'il faut que chacun comprenne que la solution ne viendra pas ni de la fédération, ni d'une entité, ni de personne, elle viendra de nous. Elle viendra de notre capacité à pouvoir prendre déjà la problématique à bras-le-corps, à y réfléchir sérieusement, en toute humilité, en toute modestie, à formaliser tout ça et finalement à nous mettre en mouvement. Personne ne fera le travail du handicap dans le taekwondo, dans les disciplines coréennes à notre place. Personne. Donc, il y aura forcément beaucoup de boulot, il y aura forcément des freins, il y aura forcément des désillusions, il y aura forcément des illusions aussi, pourquoi pas. Mais voilà, c'est important que vous sachiez que la solution vient de nous et que c'est à nous de finalement rendre possible ce qui paraît impossible pour certains. Le judo a pu le faire. Daniel Formici parlait justement de la boxe française. Ben, je pense qu'il est temps aussi que nous, on arrive à réaliser ce que les autres ont fait. Donc, le temps de la réflexion devra prendre l'espace nécessaire, mais après, il faudra vraiment se mettre en mouvement et puis ne pas forcément perdre du temps et de l'énergie à savoir ce qui peut nous bloquer ou ce qui peut paraître être un frein. Il faut juste avancer à un moment donné. C'est fermer les yeux, se mettre dans le tunnel et avancer. Voilà, je vous remercie. Merci. 2 minutes. Une dernière intervention. Je veux juste vous rappeler, se rapprocher des comités, ça permet aussi, notamment au niveau du handisport, de peut-être avoir des prêts de matériel. Moi, je sais qu'au sein du comité handisport, on peut prêter, à nos clubs partenaires, on prête des fauteuils, on prête des choses. Donc voilà, le handisport nécessite beaucoup de matériel, beaucoup d'adaptation matérielle, et les comités en ont.
Donc, voilà, juste ça pour intervenir. Merci Adèle. Moi, si je peux me permettre une petite avancée là-dessus. Pour ma part, cette année, là, depuis le mois de janvier, j'ai eu à peu près une soixantaine de stagiaires issus des AT, d'IME. Et j'ai à peu près 10% de pratiquants dans mon club qui ont un handicap, que ce soit physique, des troubles psychiques ou autres. L'expérience que moi j'en ai à un moment donné là-dessus, c'est de créer son propre réseau, aller voir les gens, aller voir les instituts, les IME, les AT. Il y a des infirmiers, il y a des associations de parents. Il y a énormément de choses qui gravitent autour. Pas forcément que les élus, mais il y a énormément de personnes. Il faut se créer un réseau, les inviter, venir voir ce qui se passe dans vos clubs, et eux-mêmes se feront leur propre opinion et ça vous aidera à rentrer dans ces structures. Moi, aujourd'hui, j'interviens avec la GAPI des Bouches-du-Rhône, Nord-Ouest 13, et avec les papillons blancs. Et c'est simple, j'ai fait depuis le début de l'année, je crois, pas loin d'une dizaine d'interventions, et j'ai touché à peu près une soixantaine de personnes. Il suffit à un moment donné d'aller voir les bonnes personnes, taper aux portes, et c'est là où ça avance. Merci. Excellent. Benoît, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Des questions? Ouais, moi, je veux bien dire un petit mot pour rebondir un peu sur ce que Jean-Kévin a dit. Effectivement, il faut que ça vienne de nous et je pense qu'on a un problème de communication. Et pour travailler beaucoup avec les comités départementaux, autant d'e-sport et sport adapté de ma région, je vois que au bout d'un moment, on est entre nous. Et là encore, on est entre nous. La semaine dernière, il y avait un webinaire, il y avait à peu près les mêmes personnes. Là, on se retrouve, on n'est pas très, très nombreux. Et au final, on fait des actions et ce sont les sensibilisés qui participent. Et au bout d'un moment, je pense pour se développer, il faut aller chercher les gens, il faut aller parler du handicap. Il y en a qui aiment parler de ça parce que ça fait beau, c'est politiquement correct, il faut aider les personnes en situation de handicap, mais il faut que nous aussi, on vende un peu ça, on vende le handicap, on vende ce qu'on a envie de faire, aller parler à côté, même si il faut se le dire, c'est un marché. J'imagine que dans une ville, on veut tous avoir le plus d'adhérents et tout, mais je pense qu'on a un devoir aussi d'aller parler, d'aller sensibiliser sur le handicap et pour faire développer la pratique, en fait. Merci beaucoup. Eh bien, je voudrais juste remercier à tous et on va finir dans ce moment. Et on avance petit à petit. Je pense qu'on peut s'appuyer tous sur l'expérience. Merci Benoît, merci Céline, merci Pierre, merci Samuel, merci, merci les clubs des Warriors, Naïma, Angel, merci. J'espère qu'on va se voir bientôt au terrain. Je vous souhaite, Daniel, José, Jean-Kévin, j'espère que vous allez trouver vos élèves, trouver vos salles de cours pleines à partir de 19, qu'on ne puisse pas parler que de handicap, qu'on puisse parler de tous nos élèves et que tout soit dans le bon déroulement et sans le Covid. Et qu'on puisse se voir sur le terrain. Merci beaucoup. Okay. Merci à toi. Merci Bravo. à toi, Rodrigo. Merci. À bientôt. Merci. 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 Bonne soirée à tous. Okay. Au revoir. Merci.